Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour notre dernière conférence du cycle de l'année, avant l'été, une conférence qui va parler de la culture, de l'hypnose et de la confusion. Alors, la culture, vous allez vous rendre compte qu'elle est, et vous le savez, elle est très présente, mais elle est extrêmement présente dans notre comportement qui fait culture. Et j'ai trouvé intéressant de partir un peu plus loin, le demander à Jean-Claude Lavaux, qui est anthropologue, qui est thérapeute, ethnologue. Il travaille au sud de la Réunion et il est dans un travail de thérapie depuis, il vous le dira, depuis le début des années 2000, où naturellement il fait ses deux métiers, son métier d'anthropologue, son métier de thérapeute. Donc vous allez voir comment il nous parle de cet abord de la culture, et puis je lui ai surtout demandé de nous parler de la confusion, savoir si cette confusion qu'on découvre dans la culture, quand on s'adresse à une personne qui a une autre culture, pour la comprendre, je vais faire des efforts, mais pour faire des efforts, je les fais avec ce que je connais de ma culture. Et donc, on est dans une confusion de cultures différentes. Donc, cette confusion-là, probablement, joue un rôle. On va l'étudier, on verra ensemble si ça a un rapport avec la confusion hypnotique et si surtout ça nous permet de construire le lien. Voilà, c'est ça la finalité. Donc, on va écouter Jean-Claude Lavaux. On va ensuite écouter quelques mots d'Antoine Bioy, qui ne pouvait pas être présent, mais je souhaitais qu'il puisse nous donner un petit clin d'œil. Et après, on plongera donc dans la pratique de l'hypnose et de la confusion avec Marc Galli, accompagné par Patrick Lelong, qui est avec nous. Alors, Marc Galli, ben, vous l'avez déjà vu, hein, il travaille. C'est un anesthésiste qui donne du temps aujourd'hui pour un institut de médecine intégrative, Institut Raphaël. Et puis, il est arrivé, donc on me dit qu'il est là. Donc voilà, je salue Marc et je le remercie d'être avec nous. Tu peux mettre ton micro, Marc, hein, si tu veux nous dire un petit mot. Et puis, Patrick Lelong, eh bien, qui est avec nous le plus souvent possible dans les réunions, qui est un journaliste plein de connaissances, plein de surprises dans ce qu'il va nous dire. Et je le qualifie, je lui ai dit hier, j'adore sa pertinente impertinence qui vient nous secouer et nous amener un regard toujours où on ne l'imagine pas. Voilà. Patrick, merci à toi. Merci à vous tous. Bonne soirée. Et on va donc plonger dans le monde de l'anthropologie pour commencer. Bonsoir, Jean-Claude Lavaux. Bonsoir Pascal. On se retrouve un petit peu plus tôt que la date prévue de la conférence, parce qu'avec le décalage, c'était pas très simple de pouvoir être ensemble dans les meilleures conditions. Donc, merci de nous donner ce temps. On va donc Merci à parler. toi de m'accueillir et puis merci d'avoir accepté justement de faire un décalage parce que c'est vrai que c'est compliqué avec les horaires tardifs euh, pour moi qui ne suis pas un homme nocturne mais plutôt un homme du matin. Alors, nous, on se retrouvera donc jeudi pour parler de la culture, parler de l'hypnose et parler de la confusion. Que penses-tu, toi, en tant qu'anthropologue et soignant? D'ailleurs, tu vas nous dire dans quelles conditions tu travailles, mais que penses-tu, juste pour lancer la discussion, de cette association des mots, culture, confusion et puis hypnose? Mais écoute, pour c'est difficile de dire en une seule phrase de relier ces trois termes. Mais en tout cas, pour ce qui est déjà de la culture, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, si... Enfin, non, tu me poses la question autour du lien. Euh, D'emblée, je dirais que entre les cultures, si on prend des cultures qui seraient exotiques, c'est-à-dire étrangères au sens à la nôtre, hein, et l'hypnose, ça, c'est pas si simple que ça va pas de soi, en tout cas pour moi, d'utiliser l'hypnose telle qu'on la pratique avec des gens qui viennent de cultures différentes. Ça mérite vraiment d'être développé. Et puis, par rapport à la confusion, bah déjà, il y a plusieurs sens à la confusion. Alors évidemment, il y a un sens évidemment hypnotique et psychothérapique, mais
ou thérapeutique, mais la confusion, elle vient justement à la fois, enfin, il faut s'en méfier d'une certaine manière parce qu'elle vient de notre faculté de croire que l'on comprend et que l'on connaît l'autre sans même connaître sa culture. Voilà, par exemple. Donc, euh, culture, confusion, hypnose, je dirais, et probablement que la façon dont je m'exprime le manifeste, c'est confusionnant immédiatement. Ça crée de la confusion. Ouais, ouais, Ça c'est crée de la ça, confusion. Alors, je ne sais pas si on est dans la confusion, mais ça crée de la confusion. c'est ça. Alors, tu travailles, Jean-Claude, sur l'île de la Réunion. Oui, Finalement, quelle est ta localisation et qui reçois-tu dans les soins que tu donnes? oui. Alors, moi, je consulte et je vis dans le sud de l'île de la Réunion, dans une sous-préfecture qui s'appelle Saint-Pierre, euh, tout à fait dans le sud. Donc, je suis installé en libéral comme psychothérapeute depuis 2002. Hein. Je reçois, euh, en fait, je reçois toutes sortes de gens, à la fois des gens, des autochtones, comme on dit, des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici et qui ont parfois fait des incursions en France métropolitaine ou hexagonale, comme on dit aujourd'hui, et puis qui sont revenus. Il y a une grande partie de ma patientèle qui sont des gens du cru, on va dire, et puis il y a aussi, c'est à peu près moitié-moitié, des gens qui vivent ici et qui sont de culture, on va dire, hexagonale. Il y a aussi donc des gens qui sont plutôt installés ici, qu'on appellerait des oreilles, et puis, il y a des métropolitains. Alors, je ne sais pas si maintenant on va devoir les appeler les hexagonaux, mais en tout cas, il y a des métropolitains qui viennent ici pour un certain nombre d'années, puis qui repartent. Hein. C'est très caractéristique d'ailleurs parce que ce sont des gens, quand ils partent en vacances en France, ils disent je retourne en France. Hein. Je rentre en France pour les vacances, voilà. Alors que les oreilles, ils disent je pars en France et je reviens à la Réunion. Tout à fait la même chose. Alors, pour ce qui concerne les pathologies, ben, en fait, je dirais, euh, moi, j'ai un principe de base qui est fondamental. L'expression n'est pas très jolie, mais elle dit bien ce que je veux dire, c'est que je connais le seuil de mon incompétence. Voilà. Donc, je sais quand est-ce que je dois prendre ou ne pas prendre en charge telle ou telle personne en fonction de la pathologie qu'elle a ou du problème qu'elle a. Je, je ne m'occupe quasiment pas des adolescents, à de très rares exceptions près. Je ne m'occupe très peu des petits-enfants parce que je trouve que je n'ai pas de bons résultats. Je m'occupe je m'occupe pas des vieilles personnes parce que je pense qu'il faut une formation spécifique. Donc, je m'occupe plutôt des adultes, des jeunes adultes, des grands adultes et des adultes un petit peu âgés, euh, pour après toutes sortes de problèmes, sauf ceux dont je suis incapable de m'occuper, tels que par exemple des problèmes d'alcool, euh, évidemment des gens qui ont des problèmes de dépression profonde ou de psychose, des choses comme ça je ne sais pas faire. Mais autrement, disons que en fait, les gens qui viennent me voir, c'est la plupart du temps des problèmes de couple, des problèmes d'anxiété liés à l'enfance ou liés à des traumas qui se sont déroulés plus récemment, des problèmes, des peurs phobiques, et puis beaucoup autour des deuils et autour j'ai pas mal de gens qui viennent me voir autour et ils ont besoin d'un lieu pour exprimer ce que j'appelle leur capacité, donc leur capacité médiumnique ou leur capacité extrasensorielle, et ils ne savent pas à qui en parler, et par le bouche à oreille, ils ont su que j'accueille ce genre de choses. Voilà, je fais bref. D'accord. Alors, t'as fait bref, mais tu nous as déjà fait plonger dedans, là, en parlant comme ça. Finalement, dans ton travail, tu t'intéresses à la culture des patients,
tu as une Oui, approche anthropologique. oui, Est-ce que tu t'intéresses à la culture du soignant? Et quelle est pour toi oui, la place de la culture du soignant pour comprendre la culture du patient? oui. Alors, avant de parler de ça, je pense que il faut poser quelques petites choses par rapport à la culture, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est aussi important et parfois même décisif que de s'intéresser à la culture du patient. Euh, c'est pas tout à fait nouveau, hein, mais parce qu'il y a une tradition hein, d'anthropologie clinique, par exemple. Hein. Euh, je citerai juste une petite phrase d'Erickson pour donner un petit lien à ça, que je vais lire. Euh, L'anthropologie, disait Erickson, c'est une matière que tous les psychothérapeutes devraient étudier et connaître, car les manières de penser sont différentes selon les cultures. Les gens, ajoute-t-il, sont tellement rigides, et chaque groupe, chaque culture a ses règles pour ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Tous nos patients ont leur propre rigidité. Donc en fait, la culture, dit Erickson, c'est un cadre et un cadre restreint. Et moi, j'y vois deux choses. C'est vrai que dans la culture on se pose des problèmes et des pathologies qui peuvent se développer en fonction de la culture où l'on est, c'est vrai, mais aussi c'est un puits de richesse, un puits de ressources, hein, la culture. Alors, il y a aussi une autre chose très importante, parce qu'on pourrait dire, ouais, la culture, c'est bien, mais il y a aussi un élément très important, vois-tu, c'est que, et voyez-vous tous, c'est que, en fait, la culture fait partie de notre nature animale, de notre nature humaine. C'est Dan Sperber, un philosophe, psychologue, anthropologue et puis spécialiste en sciences cognitives, qui développe ça, où il dit on ne peut pas ne pas faire culture, on ne peut pas ne pas faire société. On n'est pas les seuls. Il y a bon nombre d'animaux, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais il y a bon nombre d'autres animaux, puisque nous sommes aussi des animaux humains, mais au sens noble du terme. Hein. Mais il y a plein d'autres animaux, des mammifères, mais plein d'autres hypothèses qui font culture. Juste, je pourrais citer évidemment nos cousins les primates, puisque nous sommes aussi des primates. Mais d'autres encore. Les baleines, c'est incroyable. Les éléphants aussi. Enfin, bon. Donc, c'est quelque chose de biologique. Faire culture est quelque chose de biologique. Donc, comment nous, qui sommes des hypnothérapeutes ou des thérapeutes d'autres techniques, comment ne pas s'intéresser à la culture alors que nous nous intéressons au corps, alors que l'involontaire, c'est le corps, alors que l'inconscient, comme on dit, enfin, l'inconscient, si on l'utilise comme qualificatif, pas comme substantif, c'est le corps. Et donc, dans le corps, il y a la culture, puisqu'on ne peut pas faire autrement que de faire culture. Nous sommes en train de faire culture, là, avec les gens qui nous regardent, et toi et moi. Nous faisons culture, nous faisons société, c'est évident. Donc, la culture du soignant, la culture du thérapeute, elle est extrêmement importante parce que euh, en fonction de comment est-ce que le thérapeute et le soignant va se positionner par rapport à sa propre culture, il va pouvoir ou pas s'ouvrir à la culture du patient. S'il ne s'ouvre pas à la culture du patient, eh bien, il va sans doute passer à côté de nombreux indices. Bon, c'est peut-être pas très grave, mais c'est bien dommage, parce que parfois ça peut aller plus vite avec un certain nombre d'indices. S'il s'ouvre, alors là, il y a plein de choses qui vont arriver. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux que je continue là-dessus. En fait, pour Je rester peux sur ce que tu arriver. me dis, je suis en train de m'interroger sur une phrase. Tu viens de nous dire que notre présence fait culture. Oui, Alors, le lien, puisque le lien, on verra un petit enregistrement d'Antoine Bioy dans la soirée, on a parlé du lien thérapeutique. Et finalement, est-ce que le lien fait culture? Je crois. Et est-ce que la culture oui. fait le lien? Alors, est-ce que le lien fait culture? Bien sûr. Est-ce que la culture fait le lien? Bien sûr, mais à condition.
Parce que s'il n'y a pas d'écoute réciproque, bon, on ne prend pas forcément là le patient et le thérapeute, encore que, on pourrait. Euh, il est parfois très intéressant de la part du thérapeute de raconter un petit peu de sa propre histoire au patient qui est en face de lui, même s'il fait partie de notre culture, comme dirait Erickson, parce qu'il va pouvoir se servir de ce que je suis Traduit, en train de raconter. Ouais. traduit. Donc, et donc là, à ce moment-là, on fait culture. Ouais. D'accord. OK. Et la culture fait lien. Ouais. Alors, donc, tu nous as parlé de la place de la culture, pourquoi la culture est importante. Comment peut-on aborder avec un patient notre culture sans lui imposer quelque chose, mais pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de dire? Tu vois, quand on Mm. parle du diagnostic du cancer, c'est quand même très interpellant. Il y a toujours une image qui me surprend. Quelqu'un apprend qu'il a un cancer, c'est quelque chose qui est très affectant, et on va lui demander, alors vous voyez, au bout du couloir, vous avez le bureau de l'annonce. C'est l'annonce du cancer. Je dis, mais c'est surréaliste, alors qu'en fait, on veut dire, on sait que vous ne pouvez pas tout entendre, il va falloir le faire phase par phase. Notre culture, je trouve, là, ne rend pas les choses très simples. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce point-là? Est-ce qu'on va vers la culture du patient? Est-ce qu'on n'a pas besoin de lui expliquer avant notre propre culture? C'est une question que je me pose. Ouais. Je suis pas bien placé parce que je travaille en libéral, je travaille tout seul, donc avec les patients, donc c'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle je suis confronté, ce que tu racontes. Euh, je crois quand même d'abord que la place du soignant et du thérapeute, s'il veut bien s'intéresser à cet aspect-là, à l'aspect culturel, c'est de c'est de s'ouvrir, c'est de se transformer en quelque sorte, non pas en anthropologue, ça c'est trop compliqué, mais même moi-même, j'hésite souvent à me dire anthropologue. Je suis ethnographe, je suis ethnologue, mais suis-je anthropologue? Faut y regarder de près, hein. Euh, Par contre, oui, c'est vrai, c'est prouvé, je suis ethnographe, je suis ethnologue. Donc, je propose aux gens, aux soignants, aux thérapeutes, de devenir des ethnographes, c'est-à-dire de s'intéresser à des éléments de la culture de l'autre. Alors, on va dire, mais comment faire? Comment faire pour s'intéresser? Par quel biais? Je suis sûr qu'il y a bon nombre d'entre vous qui vous intéressez à la culture de l'autre, un petit peu comme Monsieur Jourdain, hein. C'est-à-dire que, est-ce que vous ne vous intéressez pas à la structure familiale? Ah, alors ça paraît rien, mais là encore, voyons. Si j'ai un patient et que je ne suis pas ouvert sur la culture de ce patient et qu'il me raconte la structure familiale et que moi j'ai en tête que la structure familiale, c'est papa, maman, les enfants, les frères, les sœurs et éventuellement les grands-pères, les grands-mères. Et imaginons que j'ai un patient qui vient d'Afrique de l'Ouest. Si je ne m'intéresse pas à lui, je vais passer à côté de sa structure familiale. Parce que sa structure familiale à lui, elle va peut-être être complètement tourné vers les hommes, les oncles, les neveux, les petits-neveux du côté de la mère, ce qu'on appelle une société matrilinéaire, ou bien elle va être complètement tournée vers les hommes, euh, les neveux, les femmes aussi, hein, mais patrilinéaire, donc du côté du père. Si je ne m'intéresse pas à ça, même sans aller dans le détail, je vais passer à côté. Je vais passer à côté parce que je vais penser, mais attends, mais là, on dirait que lui, son père, ça n'a pas d'importance pour lui. Alors que son père, il a de l'importance. Sauf que son père, pour lui, c'est son oncle, son père social, c'est son oncle. Mon oncle maternel ou oncle paternel. Donc, forcément, il faut que je m'intéresse si il faut que je m'intéresse à ça, si je veux. Alors, la structure familiale. Bon, mais il y a aussi autre chose, c'est la région géographique. D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous avez grandi? Alors, il peut y avoir plein de réponses complètement désordonnées, mais grosso modo, la plupart des gens, ils sont capables de répondre assez facilement à cette question. Ah ben, je viens de France. J'ai grandi en France. Ah, ok, d'accord. Mais où ça en France? Ah, ben, j'ai grandi dans le Poitou. Ah, d'accord, ok. Et où encore précisément? Ah ben, c'est près de Poitiers. Ah oui, d'accord. Mais près de Poitiers, ça veut dire quoi?
Eh ben, c'est un petit village qui se trouve, vous ne pouvez pas connaître, c'est Chauvigny, vous ne pouvez pas connaître Chauvigny, à côté de Poitiers. Ah, bah là, alors si je connais pas, c'est pas grave, mais si je connais, je peux dire, ah, mais si, mais là, il y a un super village médiéval, c'est là où Aliénor d'Aquitaine passait ses vacances. Ah, alors là, on rigole ensemble. Mais non, mais j'ai pas fini. Le village à côté de Chauvigny il s'appelle comment? Eh ben, il s'appelle Pouziou. Ah, allez-y, là, racontez-moi la vie à Pouziou. Là, c'est intéressant, parce que je connais rien, moi, à Pouziou. Racontez-moi, c'était comment, ou c'est comment. Et là, à ce moment-là, vous voyez, c'est une sorte de focalisation qui vient de se produire, où la personne peut rentrer au fur et à mesure dans sa culture. On voit bien les défenses qu'il y a. Je suis de France, je suis de la région, machin, je suis à côté d'eux. On tourne. Et puis, au fur et à mesure, on va rentrer dans son lieu à lui, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir créer vraiment du lien et de l'alliance aussi, il faut bien dire les choses. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, je ne peux comprendre l'autre, je ne peux être compris ou comprise que si il vient du même endroit, que si il a quelque chose qui le relie à moi. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, euh, oui et non, parce qu'il peut très bien être. Alors, c'est un peu vrai ce que tu dis, je pense. C'est vrai au fond. Mais c'est pas aussi évident, parce que, a priori, si l'autre est complètement exotique, hein, par rapport à ma culture, on pourrait dire il n'y a pas forcément de lien. Sauf que si je m'intéresse à sa culture et que je vais chercher un petit peu, tiens, mais d'où il vient, il est sérère ou il est chinois de Canton, si je vais chercher un peu des infos, ça y est, je crée du lien avec lui. Hein. C'est vrai, je crée du lien avec lui. Euh, c'est vrai, parce que par exemple, lorsque par exemple, si j'ai un patient qui est indo-tamil, c'est-à-dire, comme on dit à La Réunion, c'est quelqu'un qui est malbar, c'est comme ça qu'on appelle ces gens-là populairement, mais en fait, ce sont des indo-tamils, donc culture hindouiste. Euh, la personne à qui je vais commencer à poser des questions sur sa famille et puis sur la manière dont il pratique tel ou tel rituel, par exemple, si ça se justifie, bien entendu. À un moment donné, il me dit, ah, mais vous connaissez un peu? Et là, je vais dire, oui, je connais, j'ai travaillé 2 ans, voilà, là, dans les montagnes, enfin, dans les hauts, avec un monsieur, un pouchari, c'est-à-dire un prêtre malbar, c'est pas vraiment la bonne traduction, ce serait plutôt un maître des rituels qui s'appelle Aya Baba Lachimi. Ah, mais oui, Aya Baba Lachimi. Ah bon, d'accord, vous connaissez alors. Et oui, et là, bah, finalement, c'est moi qui me prête à être de la même culture que lui, que cette personne. Alors donc là, Jean-Claude, tu ouvres une autre porte. Tu es en train de nous dire, finalement, vous voyez, je connais des choses que vous vivez aussi, et là, on rentre dans l'écueil. Dans l'écueil, Oui, puisque finalement, je vais dire à la personne qui est avec moi ou au patient, et je connais. Je connais d'ailleurs, vous savez pourquoi je connais. Donc, vu que je connais, je vous comprends, ou je vous comprends mal parce qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que finalement, le fait de dire, eh bien oui, je connais bien ça, ça va pas nous réduire dans le cadre dont on parlait tout à l'heure, Erickson, un peu trop, même parfois, alors que finalement, si je ne connais pas, j'ai besoin de connaître. non, parce que c'est pas la même chose de connaître un peu ou de prétendre connaître tout. Et justement, le fait de connaître un peu, ça va permettre au patient, justement, lui, de pouvoir exprimer encore plus de choses, de rentrer même en transe, parfois, parce qu'il va s'autoriser à rentrer dans une transe. Combien de fois j'ai eu des transes, des personnes, justement, souvent de cette culture-là, indo-tamil ou malgache, qui rentrent spontanément en transe, souvent presque à la fin de la séance, mais dans une transe qui n'a rien à voir avec l'hypnose, dans une transe qui est soit une transe d'adorcisme ou d'exorcisme ou médiumnique. Je pourrais raconter des tas de choses extraordinaires de ce point de vue, franchement. Donc Donc, finalement, si je ouais. suis ce que tu me dis, on est en train de parler de la culture du soignant, de la culture du patient. L'un va vers l'autre, ça va être la démarche qui est importante, c'est d'aller vers l'autre. Mhm. Pour aller vers l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui demande de l'apprendre à faire? Est-ce qu'on doit apprendre à aller vers l'autre? Tu m'as parlé tout à l'heure de l'empathie. Est-ce que justement, ça c'est pas quelque chose qui est dans le même domaine, apprendre à aller vers l'autre?
Ah Est-ce oui, que je pense. à Il cette y a un recherche? entraînement, absolument, il y a un entraînement. Il y a un entraînement. Et évidemment, il y a une intention. Il faut avoir l'intention. Il faut apprendre, alors pas forcément apprendre à l'école, mais il faut apprendre à recevoir, à être à l'écoute de la culture de l'autre en, en observant, en posant des questions, si c'est possible, évidemment, hein, en étant curieux. Ah, tiens, là, vous êtes en train de dire un truc, voilà, je ne comprends rien du tout, là. C'est quoi précisément, hein? Ou bien, regardez, il y a quelque chose de formidable parmi les biais pour lesquels, justement, on peut apprendre. Moi, je suis hyper jaloux de tous nos collègues soignants, euh, médecins G, infirmières, infirmiers, parfois même kinés, qui rentrent chez les gens, qui vont se faire du soin à domicile. Ils rentrent chez les gens, ils vont dans les appartements, ils vont dans les maisons, ils rentrent par les jardins quand il y en a, et là, ils ont une chance extraordinaire. Bon, alors c'est un peu l'ethnologue qui parle, parce que l'ethnologue, il va justement chez les autres, mais moi, je ne vais pas chez les autres, c'est les autres qui viennent ici. Donc, quand les collègues me disent, ah bah tiens, je suis allé chez tel patient, il y avait bizarrement, tiens, j'ai remarqué qu'il y avait un hôtel de ceci, cela, ou bien trois grandes saintes vierges, ou bien, etc., ou bien plein d'objets, etc. Là, le thérapeute et le soignant, il a une opportunité extraordinaire de faire du lien et même du liant à partir de tous les objets, ou même de la disposition des pièces, ou même dans une seule pièce, la disposition des meubles. Là, on peut discuter. Et les gens, ils adorent ça. Parce que qui n'aime pas parler de soi, Alors, ce que tu même dis, dans là, les tu vois, histoires donc tristes? là, moi, ça me fait penser spontanément à la garde, c'est-à-dire l'appel de garde, où là, rien n'est prévu, par définition. Et quand on rentre chez quelqu'un, je faisais beaucoup de garde avant, quand on arrive à Oui, 3 heures du matin chez quelqu'un, ce n'est pas prévu, on entre dans un monde qui n'avait pas de raison d'être vu à ce moment-là. oui, Là, ça crée, je crois, une vraie confusion, mais qui n'est pas une confusion agréable. oui. Mais en même temps, le patient, le thérapeute ou le soignant peut la rendre agréable. Il suffit de peu de choses, il suffit qu'il regarde autour de lui. Enfin, je ne sais pas, peut-être c'est pas facile, mais c'est une histoire d'intention, non? Il me Oui, semble. alors pour tout te dire, en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va pas regarder autour de nous, on va regarder le patient. Et on va s'accrocher au patient. C'est le patient qui va nous permettre de nous installer chez lui. Et c'est pas Oui, inintéressant, c'est-à-dire c'est plus oui, la même démarche. Mais vu qu'on est arrivé à un moment qui n'était pas prévu, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'est-ce qu'on met la nuit autour de nous? Eh bien, on va découvrir des médicaments qu'on n'a eh pas bien oui, pris. On va découvrir des usages de thérapie et de traitements qui sont pas celles qu'on a prescrites. Et donc, c'est intéressant parce qu'on arrive, on dévoile des choses. Et je comprends ce que tu veux dire. Donc, l'habitat est un lieu de culture avec ouais, lequel le patient fait lien et avec lequel on va pouvoir faire lien au moment où on va y être invité ou au moment où on va savoir s'y inviter. Oui, je suis. tout à fait, c'est très bien, oui, tout à fait Alors, ça. si je reviens sur la confusion, euh, finalement, des cultures, euh, ce sont comme des personnes différentes. Voilà. On est face à un patient qui est différent de nous, il n'est pas nous, eh bien, sa culture est différente de la nôtre. Est-ce que les cultures sont faites dans le soin pour se rencontrer ou est-ce qu'elles nous permettent de nous rencontrer? Voilà, c'est ma première question. Est-ce qu'elles sont faites pour se rencontrer ou est-ce qu'elles nous permettent de se rencontrer euh, Dans le soin. dans le soin? Instinctivement, je dirais, elles nous permettent de nous rencontrer. Euh, mais encore une fois, on est, en tant que soignant, on est plutôt en position basse là-dessus parce que euh, c'est nous qui allons rencontrer la culture du patient. Avant tout, c'est le fait que le patient connaisse notre propre culture, c'est très accessoire selon moi. Il me semble que si ça l'intéresse, s'il pose des questions, alors pourquoi pas? Ça, tu me rappelles quelque chose. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé à cet épisode-là. Quand j'étais ethnographe, ethnologue en Afrique de l'Ouest, dans le sud-ouest du Burkina Faso, vers la Côte d'Ivoire, évidemment, je posais tout le temps plein de questions. Et un jour, les gens sont venus me voir en me disant, maintenant, c'est toi qui vas nous raconter. Comment vous faites pour vous marier chez vous?
raconte-nous dans le détail un mariage chez toi. Tu vois. Bon, donc il y a parfois des patients qui disent, non mais, et vous là, comment vous avez fait pour vous intégrer à la réunion, par exemple, des choses comme ça, hein. Mais c'est assez rare finalement. Le patient, je n'ai pas l'impression qu'il soit là pour rencontrer la culture du soignant. Par contre, le soignant, alors ça peut être par curiosité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais à mon avis, ça doit être plus que ça. C'est je vais pouvoir me servir de telle ou telle chose pour aider le patient à en faire une ressource, par exemple. Chose comme ça. Alors, on arrive maintenant à la question de l'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut être proposée, l'hypnose thérapeutique, moi je parle d'hypnose médicale à mon travail, Oui. à une personne d'une culture totalement différente, chez Ah, qui l'hypnose n'est pas parlée, n'est pas dite? Voilà. Est-ce que d'après toi, je peux la proposer à une personne qui a l'habitude de consulter un chaman? Qu'on euh, soit dans la région de l'Oural, qu'on soit dans une région plus africaine, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? écoute, bon, déjà, moi, je pense que l'hypnose est une transe, c'est-à-dire un état inhabituel. Je ne vais pas revenir sur la définition de la transe. Par rapport à l'habitude, un état inhabituel par rapport à l'habitude, mais toutes les transes ne sont pas de l'hypnose. Je suis profondément agacé par cette chose qui dit, voilà, c'est hypnotique, c'est de l'hypnose, tout est hypnose, etc. Non, non, non. Il y a beaucoup de transes, et parmi ces transes, il y a la transe hypnotique. Et cette transe hypnotique, c'est pas moi qui ai sorti ça, hein. C'est Antoine qui, un jour, dans une conférence à un café psycho, un truc comme ça, il y a longtemps, il a sorti cette petite phrase qui m'a fait tilt. L'hypnose, c'est notre façon, à nous, occidentaux, d'utiliser la transe pour soigner les gens. Bien. Alors maintenant, donc c'est une façon occidentale, l'hypnose. Très bien. Moi, je suis à La Réunion, ok? C'est-à-dire dans le sud de l'océan, enfin, oui, dans le sud de l'océan Indien. Bien. Je suis à 9 000 kilomètres de l'Occident selon la police et 13 000 selon les manifestants. OK? Parce que les gens, en fonction de comment ils vivent le lointain, ils vont dire qu'ils ont 9 000, ce qui correspond à peu près à l'Espagne d'ailleurs, bon, pourquoi pas, ou 13 000, ce qui correspond plutôt aux Pays-Bas, on va dire. Bon. Euh, je peux faire de l'hypnose occidentale ici, alors même qu'on a 7, 8 à peu près à vue de nez, cultures différentes, ici à La Réunion, que ce soit hindou, malgache, chinois, européenne, etc. Mahoraise, j'en oublie, pardon pour ceux que j'oublie. Euh, et pourtant, je peux faire de l'hypnose occidentale. Pourquoi? Parce que nous sommes traversés par la société française. Et là-dessus, je me suis souvent interrogé sur, mais comment se fait-il qu'on peut faire de l'hypnose ici à La Réunion, alors qu'à 120 km de La Réunion, à l'île Maurice, vous proposez de l'hypnose telle qu'on l'a fait, les gens, ils rient, ils rigolent, ça ne leur parle pas, ça ne les intéresse même pas. À Madagascar, un peu plus loin, c'est même pas la peine, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui s'y sont essayés, hein. Ça n'a pas été une grande réussite parce qu'ils ont leur propre système de transe, de soins. Ils n'ont pas besoin de la nôtre, hein. Alors, donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une petite phrase d'un psychiatre indien qui s'appelle Sudhir Kakar, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Médecin, mystique et chaman, où je suis toujours obligé de voir dans quel ordre il le dit. Ben voilà, chaman, mystique et médecin, c'est un bouquin qui a déjà, ça fait longtemps qu'il est paru, et qui dit, il dit ceci, il dit l'Occident n'est plus un lieu géographique, mais un état d'esprit. Ah, moi j'ai trouvé ça merveilleux parce que, évidemment, ça expliquait pourquoi, bien que nous ayons des singularités à La Réunion, nous avons un lieu commun qui est la France, donc qui est une culture occidentale que nous pratiquons les uns et les autres. Et alors, en effet, de ce fait-là, les gens qui viennent me voir, ils sont OK pour faire de l'hypnose, ils sont même demandeurs de ça parce que ils sont de cette culture française transversale, si je puis dire.
Est-ce que je réponds à la Oui, oui, question? oui, tu réponds Ok. bien. Alors, je repars sur quelque chose. Quand on parle de l'hypnose, quand on parle de la confusion, quand on suit l'approche de François Roustan, une séance d'hypnose, ça commence par de la confusion. Ensuite, on va avoir une dissociation. Et puis, on va avoir un fonctionnement extrêmement fluctuant, de moment où on est un peu dans le contrôle, le moment où on lâche, le moment où on contrôle, où on lâche. Et puis après, tout doucement, on va se réassocier, on va aller vers quelque chose, on va prouver ce qu'on vient de dire, on va donner du sens, on va ratifier, et on va revenir. Je me suis souvent demandé, est-ce que la confusion n'est pas finalement déjà le phénomène hypnotique en soi? Est-ce que entrer dans la confusion, ça nous met pas, comme tu as dit tout à l'heure, un peu à côté? Est-ce que ça nous décentre pas de notre regard qui ne fait que voir ce qu'il regarde? Et je me dis toujours avec un patient, le patient nous amène plein de choses, on va essayer ensemble de réapprendre à regarder tout ce qu'on peut voir. Voilà, c'est une façon de le dire. Mhm, mhm. Donc cette confusion, elle nous met finalement sur une voie qui est peut-être assez proche, le patient et nous, pour pouvoir communiquer. Dans les cultures créent de la confusion parfois parce qu'elles sont extrêmement différentes. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin de passer par cette confusion-là pour faire l'effort d'aller vers l'autre pour le connaître? Et donc, est-ce que c'est pas cet effort-là qui va créer, favoriser le lien? Est-ce que tu vois un lien dans cette façon de le dire, ou est-ce que tu vois plus du danger dans la confusion culturelle, interculturelle? Bah, c'est-à-dire que il y a dans la confusion interculturelle, comme tu le dis, il y a des écueils possibles. C'est vrai. Donc, une sorte de, non pas un danger, mais un risque de passer à côté. Donc, je commencerai un peu par là pour expliquer. Peut-être ça va me permettre de réfléchir à la première question euh, en même temps. C'est-à-dire que il y a les écueils, c'est par exemple de considérer que un individu, euh, il colle parfaitement à sa culture. Ça, c'est un risque, c'est un écueil. Si je considère, parce que je connais bien la culture de l'autre, de celui-là, je sais pas, je suis un spécialiste de la culture mahoraise, par exemple, donc je connais très bien, donc je sais qu'un individu mahorais qui va venir me voir, il va coller pile poil à sa culture. C'est faux parce que c'est un risque parce il reste un individu, c'est-à-dire une personne avec son libre arbitre. Il peut aussi se décaler par rapport à sa propre culture. Euh, Autre écueil, c'est de croire que un individu échappe complètement à sa culture. Donc, oh, je ne m'intéresse pas à ça parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Hein. Je pourrais appeler ça une sorte de le biais de l'unicité. Bien sûr, chaque personne est unique, c'est vrai, bien entendu, mais nous ne pouvons pas, encore une fois, ne pas faire culture. Donc forcément, il y a des éléments culturels. Donc ne pas tenir compte de ça, de tenir compte que de l'individu, c'est un deuxième écueil. Le, il y en a sans doute encore d'autres. Mais en tout cas, euh, ou c'est de oui, l'autre, évidemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois, c'est de considérer que parce que tu es de la même culture que moi, je sais exactement comment tu es. Hein. Est-ce que c'est, là tout à l'heure, je disais, si on met un, ou c'est, je sais plus. Je suis un peu dans la confusion. Je, si on met un thérapeute alsacien et un patient basque, ils sont pourtant tous les deux de culture française, hein, mais si on les met tous les deux, si le thérapeute ne s'intéresse pas à la culture basque, euh, bon, ou s'il applique ses principes alsaciens et vice-versa, bien entendu, il va passer à côté. C'est un risque, peut-être pas un danger, mais un risque. Hein. Risque de passer à côté, risque de ne pas pouvoir créer d'alliance, risque de faire fuir euh, aussi hein, le patient. La première question, la première partie de ta question, je l'ai oubliée, mais je crois que c'est parce que je ne l'ai pas bien comprise. Donc, si tu veux bien me le redire. C'est la confusion qu'on a dans l'hypnose, en fait, cette confusion qui probablement nous décale, et comme tu disais en parlant de François Roustan, disait être dans l'intensité de la présence. Et pour être dans Ouais. l'intensité de la présence à l'autre, il faut probablement être présent à nous-mêmes, s'installer quelque part. Et peut-être que la confusion nous installe dans quelque chose où on est plus en présence de l'autre. Oui, ça c'est vrai, ça y est, j'ai bien compris maintenant. Tu as tout à fait raison, je suis complètement d'accord. Et non seulement la confusion, elle permet d'être dans la présence de l'autre, mais elle permet aussi,
dans cette espèce de lieu, on va dire, un peu, pas sacré, bien entendu, mais un lieu privilégié, un lieu unique, un lieu singulier, où se déroule cette confusion. Elle va permettre aux patients d'une culture différente d'exprimer quelque chose qu'ils n'auraient pas exprimé autrement. Je pense justement que, mais là je suis en train d'y réfléchir en même temps que je te parle, de faire le lien avec la confusion, mais il y a plein d'images qui me viennent, et je pense que lorsque les patients, et c'est assez fréquent, notamment d'origine malgache, enfin, pardon, de culture malgache ou de culture indo-tamile, rentrent en transe, pas une transe hypnotique, mais une transe, donc, comme on l'a dit, adorciste ou exorciste ou médiumnique, ils peuvent le faire parce qu'il y a cette confusion. C'est-à-dire quelque chose qui invite à l'irrationnel, finalement, la confusion. Tu es d'accord avec ça? Dans la confusion, c'est pareil, il y a quelque chose qui nous échappe. Hein. Oui. Et donc, du coup, comme ça nous échappe, si on accepte ça, parce que c'est pas évident d'accepter ça de la part du thérapeute, mais si on accepte que ce moment-là est en train de nous échapper, mais qu'on est bien présent, donc on est en sécurité, si tu veux, alors, et le patient aussi, alors ça va permettre au patient de libérer quelque chose. Oui. J'aimerais, Jean-Claude, pour qu'on comprenne, on va devoir se laisser, se quitter. Est-ce que Mhm. tu peux parler de ce que tu m'as évoqué à propos du serpent? Voilà, de Ah comprendre oui, comment une bah, culture peut nous faire oui, oui. dans Le la... le risque qui peut être vraiment un risque important, c'est dans certaines cultures, c'est de, si, vous, si tu veux, dans les métaphores ou dans les interprétations que nous pouvons faire des symboles, euh, avec quelqu'un qui vient d'une culture différente, il s'agit vraiment de vérifier à chaque fois euh, qu'est-ce que signifie ce symbole-là. Moi, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai été un peu biberonné quand même à la culture psychanalytique pendant toutes mes universités, comme on dit. Euh, et donc, je ne fais pas d'interprétation de ce genre, mais bon, je sais bien qu'il y a un certain nombre de symboles qui sont, enfin oui, de figures symboliques qui vont entraîner plus ou moins des diagnostics ou des pistes de diagnostic. Le serpent, par exemple, dans la culture indo-tamoule, si on se fie à notre propre symbolique, oh, je sais pas, la peur de la castration, des choses comme ça, on est complètement à côté de la plaque. Ah oui, il y a un problème avec le père. Ah ouais, on va être complètement à côté de la plaque et on va être encore plus à côté de la plaque parce que oui, dans la représentation indo-tamile, il y a bien un problème avec le père, mais ce n'est pas du tout le même que dans notre culture occidentale. C'est-à-dire que la phobie du serpent, par exemple, chez une femme malbaraise, donc d'origine indo-tamile, elle va, alors, je ne vais pas justement faire pécher par ce que je prêche, mais elle va très souvent enfin, à chaque fois en tout cas, deux, trois fois où j'ai pu le faire, et puis une autre fois où j'ai pu le constater en dehors des séances, un truc complètement différent. Euh, le serpent n'a rien à voir avec notre culture occidentale. Le serpent, là, occasionne de la peur parce qu'il représente une faute qu'a commise le père, c'est vrai, mais une faute mystique parfois même accompagné de larcin, par exemple, hein, de vol. Hein, donc il a fait une grosse faute. Et donc Shiva, puisque le serpent, c'est le symbole de Shiva, Shiva ne va pas punir le père, mais il va demander à la fille aînée de s'occuper de faire réparation de la faute de son père. Okay. Mais par contre, ça va être accompagné d'une récompense, c'est que souvent, cette femme, souvent des jeunes femmes, assez jeunes, disons allez, autour de moins de 40 ans, quoi, elles vont sortir de cette histoire avec une capacité ou un rôle religieux et mystique supplémentaire à ce qu'elles avaient, et différent, en tout cas supplémentaire, oui, à ce qu'elles étaient avant cette histoire, une fois que ça avait été réparé. Et tout ça fait peur. Et je me souviens que dans une transe hypnotique, dans une séance d'hypnose,
cette histoire de serpent et de Shiva, là, je pense que la personne le savait. Bien sûr que Shiva, etc., le serpent, la peur, le père, la faute, tout ça. Mais dans la transe, elle a pu le réaliser véritablement et sortir, et sortir, je rigole, tu vas voir pourquoi, et sortir de sa transe en ayant une vision très claire de ce qu'elle devait faire. Alors le serpent, mais aussi le lézard. Le lézard est assimilé, c'est un, c'est un reptile, merci. Et je rigole parce que là, il y a la sortie de mon cabinet qui donne sur une allée. Il faut longer l'allée. Il y a des plantes exotiques. Et une des jeunes femmes la première de ces jeunes femmes qui avait bien mis à jour ça, donc elle sort, elle dit, ouais, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. C'était un samedi, c'était la dernière personne de la matinée. Et puis, je la vois s'arrêter au milieu de l'allée. Puis moi, j'étais en train de faire mes choses. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je croyais qu'elle était en train de regarder son téléphone. Bon. Puis ça durait un peu. Je sors, et là, juste devant elle, il y avait un énorme lézard. Il n'y en a jamais à cet endroit. Et là, il était sur une feuille de choca. Il était installé et elle ne pouvait pas passer parce qu'il était là comme s'il l'attendait. Donc, je suis allé la voir. J'ai demandé au lézard de partir. Il est parti. Et j'ai accompagné la personne jusqu'à sa voiture. Bon, là, après, ça allait. Mais c'était extraordinaire. Elle m'a dit, mais c'est complètement dingue ce truc-là. C'est pas possible. Comment c'est possible? Pourquoi il m'attendait? J'ai dit, écoutez, à vous de voir, mais je pense que vous savez pourquoi. Je pense que vous savez ce que vous avez à faire. Elle dit, oui, oui, je sais. Elle Alors avait c'est un certain intéressant nombre de parce que rituels. comme tu nous le racontes, on peut se dire que ça crée une véritable confusion, ce que tu es Ah, en ben train de... complètement. Et Ah, là, ben complètement. la confusion a fait partie de votre dialogue. Complètement. Son dialogue Absolument. avec elle-même, avec sa culture et du dialogue avec toi. Ouais. C'est passionnant ce que tu nous expliques, Jean-Claude. Euh, Merci, merci. Juste un petit mot. On va couper, mais avant de couper, puisque c'est passionnant, est-ce que ça, tu nous le raconteras dans un livre? Ah, alors oui, il y a un bouquin qui va sortir. Alors, je n'ai T'as pas vu, la date encore je l'ai bien précise. présenté quand même, hein, je C'est l'ai bien... super, merci beaucoup. Euh, c'est un livre qui va sortir, je l'espère, en tout cas avant la fin de l'année et j'espère au mois d'octobre, qui va être publié chez Satas et dont le titre est, il est un peu confusionnant, Du coq à l'âme. Voilà. Et qui raconte beaucoup, beaucoup de ses expériences, beaucoup de choses dans ce livre qui revisite un certain nombre de choses de manière très simple, avec proposition d'exercices à la fin de chaque chapitre. Euh, je, je pense que c'est un livre qui pourra intéresser bon nombre d'entre vous, je pense. En tout cas, Jean-Claude, ça va vous amuser. un grand merci pour ce que tu nous as expliqué et puis pour le temps que tu nous as donné. Avec Euh, plaisir, c'est moi qui te remercie. et Et puis c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. à bientôt. Merci, À Jean. bientôt. Merci, Pascal. Alors, je te propose, Patrick, si tu veux. Alors, attends, il faut que je te redonne ton micro. Voilà, parfait. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Et puis après, on accueille Marc, et puis qui va travailler avec nous. On va laisser Marc nous parler de sa confusion. Un petit mot, Patrick? Alors, juste un petit mot. En fait, ça me rappelle une très belle phrase très profonde d'un de mes anciens profs de Gilles Deleuze qui disait on ne peut pas dire et expliquer ce que l'on dit. On ne peut pas dans le même temps dire et expliquer ce que l'on dit. C'est-à-dire que la confusion est là déjà. C'est-à-dire que comme on va essayer d'être compris, on va forcément devoir s'arranger avec la confusion. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça veut dire que ce que l'on dit, c'est déjà un parti pris, soit pour vraiment être compris, mais quand on veut être compris de l'autre, et ben soi-même on est obligé de se freiner totalement parce que on est obligé de diminuer, de rationaliser, d'être sûr que l'autre a compris. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est difficile le métier que vous faites de thérapeute parce que
il y a déjà quelque chose qui ne va pas au départ dans cette rencontre, hein, pour moi. Mais bon, et ensuite, il y a, dans ce que disait Jean-Claude, c'est intéressant parce que on parle de culture, mais est-ce que, est-ce que la culture et la croyance, c'est deux choses différentes mais qui s'interpénètrent? Il n'y a pas une, j'allais dire, une impossibilité à la fois de nier sa culture, parce que je vois pas comment on peut faire, et en même temps celle de contrôler ses croyances. Mais alors quand ça se mélange dans dans une relation à l'autre, ça doit être, alors c'est plus qu'une confusion. Alors, ce qui m'est venu aussi à l'idée quand je l'entendais, à vouloir absolument parler, parce que c'est de cette manière effectivement qu'on communique par le corps, par les organes, etc. C'est cette expression, la langue déliée. La langue déliée, en fait, c'est tout sauf une explication, c'est tout sauf une relation. C'est soit un débit, soit un aveu, et pourtant, on pourrait croire que c'est une liberté, c'est-à-dire que si je suis avec un thérapeute, c'est pour essayer de comprendre ce qui m'aliène, ce qui me fait problème, et d'essayer d'emprunter, en quelque sorte, quelque chose qui est censé me donner euh, une idée de la liberté, en tout cas quelque chose que je pourrais, moi, utiliser. Et je trouve que tout ce qui a été dit montre bien que je crois qu'on ne peut pas quitter la confusion. Le problème est de savoir si on peut trouver un confort dans la confusion ou non. C'est-à-dire, est-ce que finalement, la confusion, c'est une insécurité nécessaire et que dans ce cas-là, il faut être capable de vivre avec et c'est peut-être ça la liberté finalement. Ou est-ce que la confusion, c'est au contraire le fait de vouloir absolument être compris, être, ne pas tomber dans cette difficulté euh, justement en essayant d'expliquer ce qui finalement n'est pas ce que nous sommes en train de dire, mais ce que l'autre est censé comprendre pour pouvoir, à un moment ou à un autre, échanger. Bon, alors, c'est peut-être un peu confus, c'est le cas de le dire, mais je trouve que c'est ça. Pour moi, il y a une impossibilité totale. Et on va bricoler avec ça. Et là, il y a peut-être des fulgurances qui vont naître, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible de lever cette confusion. Alors, avant de donner la parole à Marc, ce que tu nous dis, Patrick, moi, ça me fait vraiment penser à la façon dont François Roustan le pensait. C'est-à-dire que, effectivement, si je dis quelque chose à quelqu'un, concrètement, je cherche à le convaincre. Il ne peut pas être convaincu puisque il comprenne ce que je veux dire, mais qu'il le ressente. Et je crois peut-être que le silence est déjà une première partie qui va permettre de ressentir des choses et de les comprendre autrement, peut-être plus librement. Et l'hypnose, à mon avis, amène vers cet espace où je n'impose probablement pas grand-chose. Voilà, malgré le fait d'être présent. Je pense qu'on est un peu dans cette voie-là. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Merci, Patrick, en tout cas. Ben, bonjour, merci. Qu'est-ce que j'en pense? C'est compliqué. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire de culture. J'ai fait un petit commentaire là, quand il a abordé le problème de rentrer chez les gens. En fait, c'était une façon de rentrer dans leur univers. Et c'est l'intérêt, c'est juste une petite remarque comme ça pour me chauffer. C'est simplement l'intérêt de la vidéo, des vidéos, des consultations vidéo. C'est évidemment, tu as un écran, etc. Donc, tu as une protection. Et moi, je suis vraiment pas pour ça. Mais en même temps, tu pénètres chez les gens par tu vois, tu entends un chien aboyer, peut-être comme le mien aujourd'hui. Tu vois un peu comment ils sont. Tu vois s'ils sont seuls pour les personnes âgées, si c'est, etc., etc. Donc c'est une façon culture, enfin indirecte de culture, enfin de rentrer dans l'environnement culturel, si on peut dire culturel, chez les gens. Ça c'est un petit aparté pour me mettre en jambe, pour me chauffer.
Alors, ce qui me surprend énormément, ce que disait Jean-Claude, et j'ai pris une note. Il y a un moment, il dit: je connais la culture. Je connais la culture des Maoris, enfin, dans toute son expérience et ses voyages. Certes, il connaît la culture, mais il n'est pas de leur culture. Et ça, je trouve, c'est extrêmement, c'est quelque chose d'extrêmement clivant. Pour ceux qui voyagent énormément, et je vois Joël, qui va souvent en Inde, qui va se plonger, etc. Mais Joël, sauf si je me trompe, comme moi, on habite le 17e arrondissement de Paris, on va en Bourgogne, enfin elle plus souvent que moi, etc., etc. Donc, elle connaît un certain aspect de la culture. Je te taquine un peu, Joël, mais tu es là juste devant moi, j'en profite. Et ça me paraît extrêmement important. Moi, j'ai passé, on en parlait au téléphone tout à l'heure, j'ai passé 1 an et demi en Tunisie, au service militaire. J'ai pénétré la culture, j'ai rompu l'Aïd avec les Tunisiens, j'ai joué au foot avec eux, j'ai pris des gardes aux urgences, je connais, j'ai un peu pénétré cette culture, mais je ne suis pas de leur culture. Et ça me paraît très, très, très important de le percevoir. C'est toutes les réflexions de la méditation, et quand on parlait avec François, la méditation, il nous disait arrête de parler ça m'énerve. Et il rajoutait, une fois j'ai reçu ça dans son canapé, là, enfin moi dans la chaise, lui dans le canapé, il m'a dit ça a été fait par des gens qui n'ont rien à foutre, et il rajoutait est-ce que toi tu n'as rien à foutre. Et en fait, il était déstabilisant comme souvent, mais en fait, ça voulait dire ça ne m'appartient pas, je ne suis pas de leur culture. Si on veut pousser un peu le bouchon, je vis pas dans un temple, je suis pas extrait du monde, je vis pas de des pommes de terre, etc., etc. Donc je peux m'accaparer une partie, la connaître, la comprendre, etc. Mais je n'appartiens pas à cette culture. Et ça me paraît extrêmement important. Troisièmement, on parlait de la traduction tout à l'heure rapidement au téléphone. Il y a une obligation dans les services hospitaliers, quant à quelqu'un d'une autre culture, d'une autre langue, de faire appel à un traducteur. OK? Mais le traducteur, il traduit ce qu'il veut, hein. Et je me souviens tout à fait des gardes des urgences où, en fait, l'infirmier traduisait la question qu'on posait, le patient répondait, ça durait 5 minutes, on était là, on attendait, et il disait, en fait, il dit qu'il a mal au ventre. Et là, il y avait une espèce de discussion qui s'était, mais je ne sais pas de quoi il parlait, et on était, nous, en confusion à ce moment-là. OK? Et donc, cette histoire de culture, c'est très, très intéressant, mais on n'est pas de leur culture. Quand on parle vraiment et vraiment, il y a des. Et on le voit bien, tout ce communautarisme, etc. On ne va pas parler de ça, ce n'est pas le sujet, mais voilà, on vit là où on est de cette culture. Alors, on connaît, mais on n'est pas dedans. On est, comme disait Lanzmann une fois, il me parlait de la Shoah, et il me disait j'ai pu faire la Shoah parce que j'étais dedans et dehors. C'est-à-dire, il était juif et en même temps, il n'a jamais été dans les camps de concentration. Et je crois que ça me paraît très important de percevoir ça. Voilà, ça c'est un petit aperçu. Ça te va, là, Pascal? Alors c'est bien, donc là tu es en train de nous parler de la position. La position. Tu es en train Oui. effectivement de nous amener vers la position, en particulier dans le fauteuil. Euh,
Oui, oui, ça me va ce que tu Oui, dis. Oui, tu parles de. T'es où là? En Inde, dans le 17e ou en Bourgogne? Je suis dans le 17e, je suis pas loin de toi. qu'est-ce que tu penses, Joël, de ce que nous dit Marc? Alors, moi, ce qui m'est venu en écoutant Jean-Claude et en écoutant Marc à l'instant, c'est quand même d'abord la position d'humilité. Oui, Alors, on peut en avoir plein la bouche, hein, de l'humilité, hein, mais je pense que réellement, lorsqu'on est face à un patient, d'ailleurs, que ce soit de notre culture ou d'une autre culture, parce que même un patient qui est de notre culture, il a finalement une autre culture aussi, même s'il a une culture occidentale, etc. oui, oui, Donc, oui. on est déjà dans une autre culture à partir du moment où on est face à un individu, une personne qui a une autre vie. Donc, voilà, c'est déjà une autre culture. Donc, cette position d'humilité, elle me semble fondamentale. Le deuxième point, c'est la question du trouble. C'est-à-dire comment on peut être troublé en tant que thérapeute lorsque l'autre, justement, amène ces éléments de culture dans l'échange, et en particulier quand ces éléments de culture nous gênent, nous dérangent. Par exemple, moi qui m'occupe de sexualité, de couple, etc., effectivement, il pourrait y avoir des éléments de culture qui, non pas me dérangeraient, mais pourraient me déranger. Par exemple, je prendrais quelqu'un qui viendrait, je prends un exemple tout à fait au hasard, mais qui viendrait avec plusieurs femmes. Un homme qui aurait plusieurs femmes et qui viendrait avec un problème d'érection et qui voudrait satisfaire toutes ces femmes. Et qui viendrait me demander à moi de l'aider sur le plan sexuel. Je prends cet exemple un peu Un peu brut. haussier, brut, mais qui peut tout à fait Oui, arriver. bien sûr. Hein. Voilà. Donc, la question du trouble me semble déjà enfin, importante aussi. Et le troisième point que j'aimerais bien aussi qu'on aborde, c'est finalement quels sont les garde-fous par rapport à ça. Et il me semble que les garde-fous, on parle beaucoup d'universalité des valeurs. Y a-t-il des valeurs universelles? On critique les valeurs universelles parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est plutôt du côté d'une universalité euh, tempérée, modérée, etc., où on doit intégrer les cultures, etc. Mais existe-t-il des valeurs universelles, en fait? Et dans la relation à l'autre, quelles pourraient être ces valeurs alors, vous savez, comme je suis attachée aux droits humains, quelles pourraient être ces valeurs des droits humains qui, de toute façon, quelle que soit la culture, nous devons, en tant que thérapeute, proposer. Alors, il y en a une qui me semble évidente, c'est la question du respect, tout simplement, qui est une des valeurs universelles, qui fait partie des valeurs universelles. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus discutables. Par exemple, la question de l'autonomie. Si on a une femme qui vient et qui est complètement sous l'emprise de son mec, par exemple, parce que c'est une culture où le patriarcat est extrêmement euh, enfin, est important et même fondateur, voilà, on peut se poser la question de l'autonomie qui fait partie de nos valeurs universelles. Donc, je pense que voilà, il y a quelques valeurs qui peuvent nous servir quand même de garde-fou dans quelle que soit la culture. Et lorsque les patients sentent que nous sommes dans cette idée de respect, et quand tu parlais de l'Inde où je vais uniquement pour m'imprégner, hein, je ne fais rien d'autre. D'ailleurs, on me demande toujours ce que je fais là-bas, je ne sais pas quoi répondre. J'y vais, je m'imprègne, simplement. Eh bien, quand je parle avec la petite marchande de bonbons ou le marchand de t-shirts ou le petit marchand de fleurs qui est devant son temple que je connais depuis 20 ans, que je vois tous les ans, eh bien, je m'assois à côté de lui et on se parle. On se parle et on est content de se revoir tous les ans et simplement, eh ben, on échange voilà, sur la vie. Et c'est simplement une question d'écoute de l'autre et de respect qui se passe là, à ce moment-là. Alors, bien entendu, moi, j'aurais jamais sa culture hindouiste, hein, parce qu'ils vendent des fleurs pour faire des colliers, pour faire des offrandes surtout, donc avec une valeur spirituelle très forte. Mais en même temps, eh bien, cet échange-là, il fait que, bah, y a de l'humanité qui passe à ce moment-là. Voilà.
Donc, je pense que la question des valeurs universelles, elle est fondamentale et elle est très discutée actuellement. Hein. On sait bien que les valeurs occidentales en particulier sont discutées, et notamment dans les pays non occidentaux, où on nous dit, vous avez des valeurs occidentales que vous voulez nous imposer. Hein. Donc, c'est vraiment une vraie discussion qui a lieu notamment dans les universités, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu tous ces points-là que je voulais souligner, mais ça me vient comme ça spontanément. Je ne sais pas si ça Mais vous intéresse. c'est bien, c'est clair, c'est bien de le dire. Tu vois, on a entendu Jean-Claude qui consacre sa vie à aller vers ces cultures et à voir quel pont il peut faire. J'ai trouvé intéressant ce qu'il nous expliquait sur le fait que la Réunion était traversée par la présence de notre façon de penser. Et quelles que soient les cultures, c'est à ça qu'il s'accroche pour proposer effectivement un message. Ce que tu nous dis, pour faire le lien avec l'hypnose, c'est intéressant parce que la confusion, on a bien entendu dans l'année des choses qui se sont passées autour de la confusion, en expliquant est-ce que la confusion était quelque chose qui est le lit de la suggestion qui ne va plus tenir compte de l'autre et qui va imposer des choses, c'est-à-dire de la manipulation. Quand on dit confusion, est-ce que ça pourrait signifier manipulation? Eh bien, ça dépend si on a mis un cadre. Le cadre dont tu parles, ce cadre de valeurs communes, est un cadre intéressant. Et pour parler des valeurs communes, on est bien obligé de parler culture. Parce qu'on va aller chercher dans chaque culture ce qui fait communauté, finalement, ce qui fait ce que disait Jean-Claude quand il nous a parlé, faire société. Donc oui, on est en plein dedans. Avant d'écouter Marc nous parler de quelque chose qu'il m'a dit, d'une expérience, est-ce que Patrick, tu as envie de rebondir sur ce que Joël vient de nous dire? Ce que Joël vient de nous dire, bah, effectivement, titillé, si j'ose dire, parce que il y a quelque chose qui m'a toujours agacé dans la vie, c'est le fait d'être troublé quand quelque chose est beau, quand on s'imprègne de quelque chose. C'est-à-dire que bon, quand on commence à expliquer les aphorismes de Nietzsche ou la musique démo de Verlaine, j'ai l'impression qu'on me dérobe quelque chose. Et je vais rentrer moi aussi dans ce travers de vouloir essayer de dire, etc. Et donc, cette notion d'imprégnation dont parlait Joël est intéressante. Alors maintenant, dans une relation thérapeutique, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y a pas de confusion quand il y a imprégnation. Il y a une espèce de clarté parce qu'il n'y a pas le fait de vouloir justement c'est comme si deux parallèles, à un moment ou à un autre, se rencontraient. Ce qui est, euh, quand j'écoute de la musique avec quelqu'un qui écoute de la musique, si c'est la même musique, je n'ai pas besoin de parler de cette musique, et lui non plus, ou elle non plus. Mais en revanche, il se passe quelque chose parce qu'on écoute la musique. Et donc, c'est comme s'il y avait une autre présence qui est extrêmement rassurante d'ailleurs, et qui empêche ce saucissonnage toujours très agaçant, mais on est obligé de le faire, de dire voilà pourquoi je dis ça, voilà, etc. Enfin, comme si je devais répondre à un juge ou comme si je devais répondre à un policier, ou etc. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est effectivement la confusion vient de l'explication. C'est paradoxal, mais parce que ce que je vais dire n'est pas ce que je veux dire. C'est on sait très bien, je veux dire, tous les exercices universitaires, tout ça, c'est apprendre à faire. Mais c'est pas ça, en fait, on le sait très bien. Merci Patrick, merci Joël. Marc, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu m'as évoqué Ouais. à propos de ton patient? Bon, alors, une petite question, enfin une observation pour Joël. Cette notion de valeur universelle, ça me paraît très important de la poser. Après, la définir me paraît compliqué. Me paraît compliqué parce que justement, s'il y a des différences culturelles, d'approche, etc., trouver un pont commun, des valeurs communes, même qu'est-ce que le respect dans certaines cultures ou dans les autres, ça me paraît extrêmement complexe, mais je crois que le poser comme socle commun à quelque chose me paraît central.
Alors, j'ai repris une note aussi en écoutant Jean-Claude, là-bas des îles. En fait, qui est confus dans cette histoire? Tu vois, c'est le thérapeute qui est confus, c'est le patient qui est confus, et peut-être pour se référer à François, il faut être en fait tous les deux confus pour que ça se passe bien. Donc savoir qui est confus dans cette histoire. Donc la petite histoire clinique, elle est assez simple. C'est un malade de Raphaël que je vois en 22. On parle une séance et puis il quitte Raphaël, ça ne lui plaît pas, il n'est pas prêt, il est bon. Et puis il réapparaît là. Bon, il a une maladie chronique stable, sans trouble fonctionnel. C'est un jeune homme d'une cinquantaine d'années qui vit aux États-Unis, mais un businessman, mais il a tout vendu aux États-Unis, il revient en France, il est en train de divorcer, mais il a une autre amie, enfin une vie affective un peu complexe, il n'a pas d'enfant. Et donc, première séance, on discute, je ne sais plus bien, on discute, on doit parler de la temporalité, des espaces de temps, de la présence, du passé, du présent, du futur. Voilà, je m'appuie un peu sur les travaux de Jean-Marc, sur les travaux d'Étienne Klein. Enfin, voilà. Et puis, bon, il s'en va, et puis il revient, et il me dit, je suis confus. Parce que en fait, il était retourné à vivre chez ses parents, il avait tout largué et il fallait qu'il trouve un chemin de boulot, enfin voilà, il fallait qu'il retrouve sa place dans l'existence, comme disait François. Après des problèmes de maladie, etc., etc. Donc il arrive, il me dit, Marc, je suis confus. Ah, je lui dis, mais c'est formidable. Ça ne peut pas être mieux que d'être confus. Et donc, je lui dis, eh bien, rentrez, on va rentrer tous les deux dans la confusion. Allez-y, plongez dedans, acceptez, faites la rentrée, etc. Et toute la rencontre se passe autour de ça. Je deviens sûrement un peu confus parce qu'en fait, j'avais rien à dire. Je vais pas demander, je vais rien demander sur qu'est-ce que c'est que cette confusion, pourquoi vous êtes confus. Je m'en foutais complètement. J'ai sauté sur le mot confusion et je lui ai dit c'est le meilleur état dans lequel vous pouvez être. Alors, ça peut être un état confus. Je pourrais dire, si je reprends les travaux de Jean-Marc, un état intermédiaire. Moi, j'aime bien cet état, dans lequel on n'est ni dans le mental, ni dans le sensoriel. On est dans une espèce d'état dans lequel une décision va peut-être surgir. Et effectivement, cette décision va passer par un état confusionnel. Donc, je lui dis, c'est le meilleur état dans lequel vous pouvez être. Et on passe la séance à ça sans parler du pourquoi, du comment. Tout le monde, moi, je m'en fous. Je le laisse là-dedans, il s'en va. Entre-temps, et c'est ça qui est rigolo, mais il le faisait déjà quand il était aux États-Unis, il part au Brésil ou je sais où, et il fait une tranche chamanique. Il faisait comme ça régulièrement. Voilà. Donc, tous ces états où j'étais allé le rejoindre, probablement, il en avait déjà l'expérience aussi, quelque part. Je le revois un mois après et je lui dis comment ça va. Ah, il me dit ça va bien, je pars à l'étranger. Ah, je lui dis formidable. On continue à discuter et je lui dis mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il me dit je vais vivre. Eh bien, je lui dis au revoir, monsieur. Je crois qu'on n'a plus besoin de se revoir. Et à la fin, on rediscute. Et il me dit quelle est votre méthode? Ça m'a fait marrer. Et je lui dis mais j'ai pas de méthode. En fait, c'est vous qui avez été, parce que vous avez quelque part, on est rentré ensemble en confusion et de ce vide, de cet état confusionnel, une transe, enfin je sais pas, on appelle ça comme on veut, on s'en fiche.
c'est de là que est sortie la solution. Donc en fait, cette confusion, là, je ne l'ai pas engendrée, je ne l'ai pas induite, voilà. Mais je suis rentré dedans et à la limite, de façon un peu surprenante pour lui, je suis allé le rejoindre en lui disant: «C'est formidable, on ne peut pas trouver mieux». Il n'y a Alors, plus rien à dire. finalement, ce que tu nous dis, Marc, tu as accepté que le lien se crée à cet endroit-là. Oui, j'avais déjà vu une fois, ça s'était pas si mal passé que ça, tu vois? Mais là, à mon sens, hein, j'ai surtout pas essayé de comprendre. Tu vois? Mhm. Et ça lui a plu. Je lui ai posé aucune question. C'est venu comme c'est venu, hein. Je lui ai posé aucune question et j'ai seulement accepté comme il venait en lui disant: «C'est formidable». Et je pense qu'à partir du moment où je le rejoignais, parce que moi, comme j'avais plus rien à faire ou à dire, j'étais sûrement confus aussi. À partir de ce moment-là, probablement qu'il s'est passé des choses qui lui ont permis de se vider, digérer, je sais pas, prendre une décision. Je peux pas dire d'autre chose. J'ai accepté ce qu'il m'a apporté, c'est-à-dire son état confusionnel. Mais je sais pas de quel ordre elle était, je m'en fous. Gaston Brosseau, dans un de ses ouvrages qui avait été Oui, préfacé par François, tu te rappelles que François Roustin avait dit que pour lui, l'hypnose était peut-être quelque chose du domaine du réflexe, tu vois, de cet espace-là. Ce qui veut dire que on est dans quelque chose qui se fait. Si on l'accepte, on rentre dans le lien. Si on l'accepte pas, on quitte le patient. Quand tu parles, je pense à quelque chose qu'on a évoqué avec Patrick. On a parlé hier de la zone de confort et d'inconfort. Quand un patient vient nous voir en addictologie, dans une addiction, nous on le sent dans une zone dangereuse. Et on a souvent envie de lui dire, quittez cette zone qu'on va appeler non confortable pour vous mettre dans une zone confortable qui veut surtout dire où il y a moins de risques. Et j'ai longtemps mis cette réflexion sur le tapis pour finir par comprendre que la zone que je considère moi comme inconfortable est probablement pour le patient à ce moment-là sa zone de confort. Mais c'est une zone de confort qui est dangereuse par rapport à d'autres zones. Donc aujourd'hui, je lui propose de passer de cette zone de confort à une zone de confort différente qu'on va explorer ensemble. Le patient qui vient te chercher et qui te parle de la confusion, crée de la confusion, tu entres dedans et tu lui dis: «Oh non, mais vraiment, mais c'est un lieu formidable». Tu es en train de lui dire: «Si vous vous sentez bien dans cet endroit-là, je me mets avec vous pour venir échanger avec vous». Tu as ouvert du lien. On est vraiment dans le lien qui est devenu thérapeutique. Qu'est-ce que tu penses, Joël, de ça? Ah, on ne t'entend pas, je vais te redonner le micro. Voilà. Euh, ce que je pense, c'est il t'a apporté sur un plateau le, enfin, la, la bonne voie, je dirais. oui, bien sûr. Hein, il te l'a apporté sur un plateau. Oui. Voilà. Donc, et ça, ça arrive. C'est pas vrai pour tous les patients. Ben, loin de là. Hein, parce qu'il t'a dit, je suis confus. Bon, ton intelligence ou ton intelligence thérapeutique, enfin, c'est de ne pas avoir été dans ah bah oui, vous êtes confus, mais vous êtes confus pourquoi, comment, où, c'est quoi cette confusion, enfin bon, Oui. bref, qui t'aurait peut-être indiqué d'ailleurs d'autres choses. Tu aurais pu prendre cette voie-là, après tout, pourquoi pas. Tu as choisi de rentrer dans son monde, en fait, dans son espace psychique, corporel, enfin voilà, et de l'accompagner. Bon, ben voilà, mais je pense que c'était certainement très adéquat pour ce patient-là et intuitivement, tu as dû sentir. C'est pas forcément vrai pour tous et toutes. Ben, évidemment, ça c'est Voilà. sur évidemment, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, mais comme on est sur un thème de confusion, c'était juste un petit cas clinique, tu Oui, vois. oui. Mais évidemment, mais Mais je pense que poser des questions, pourquoi vous êtes confus et ci et ça et machin, n'est pas nécessairement souvent nécessaire. Enfin, tu vois, euh,
voilà. Mais je sais plus, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Pascal, mais j'ai perdu le fil là. Euh, à propos de Excuse-moi si je t'ai confusionné. non, oui, oui. Non, en parlant, je pensais à ce bouquin effectivement, le cas clinique de Brousseau dans le livre qu'il a écrit, et dans lequel il y a une dame qui vient le voir, et il lui dit installez-vous, et elle est en silence, et il enregistre toute la séance, mais en fait, il y a que du blanc. Et cette femme va montrer la cassette à son mari, qui est un collègue ou je sais pas quoi de Gaston, et il se passe rien. Et en fait, elle était très contente qu'enfin, on ne lui pose aucune question. Et en fait, elle est arrivée comme ça. Et voilà, c'est ça qui me fait penser à ça. Et au fait que j'ai pas posé de questions au gars et que je suis rentré, et je suis rentré dans son état, tu vois. Voilà. Mais bon, tout ça est compliqué parce que euh, induire la confusion, c'est aussi quelquefois complexe, tu vois, parce que les gens veulent comprendre et machin. Et c'est là où Jean-Marc, enfin, ses travaux sont intéressants parce que c'est cette espèce de mode fixé dans lequel on est obligé à un moment ou à un autre de passer par un état comme ça confusionnel, dans lequel on ne sait plus, etc. Et je crois, quand je vous dis qui est confus, et pour rejoindre le problème de la culture, bon, moi j'ai vu des patients vraiment, et j'ai fait de l'hypnose au bloc au moment où je faisais au bloc avec des gens qui étaient d'une autre culture, ok. On a même fait avec des Russes, on a fait avec évidemment des gens d'Afrique du Nord, etc. Euh, bon, avec interprète ou sans interprète, avec des dessins ou sans un dessin, avec simplement une page blanche, etc., etc. Tu vois, mais à ce moment-là, qui est confus? Je pense que nous, on traverse des moments de confusion. Si vraiment on est dans la relation qui est extrême. Et quand on dit je ne sais pas, je pense que c'est une traduction d'une confusion. Il faut accepter notre confusion aussi. Hein. Faut accepter une confusion. Et je me souviens d'une patiente, je lui ai dit, Madame, enfin, j'avais un peu brutalement, euh, bon, elle est revenue plusieurs fois, donc c'était peut-être. Je lui ai dit, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. C'était une façon de dire, je suis complètement confus, je ne comprends rien. Est-ce que vous pouvez revenir une première fois pour qu'on voit un petit peu? Et en fait, j'aurais pu lui dire, en vous écoutant, je suis complètement confus. Mais ça ne se dit pas hein, non plus, tu vois, ça ne se dit pas. Mais j'ai dit, je comprends pas votre place, votre position, comment ça se passe, votre famille. Il faut revenir. Mais en fait, j'étais confus. Mais si je lui dis, je suis confus, là, elle va me dire, écoutez, je ne suis pas venu voir un mec en confusion. Hein. Tu vois, c'est... Je ne sais pas si je suis... Non, mais c'est ce que tu dis, moi, me passionne, puisque je suis passionné par la confusion. Je me dis toujours, je suis un confusionniste. Mais non, c'est pas moi qui le suis, c'est avec le patient. Nous sommes deux acteurs de la confusion. Et je pense que dans ce thème-là, ce que je trouve intéressant, c'est de faire rebondir Jean-Claude Lavaux dessus, parce que la culture, très probablement, nous invite à vraiment entrer dans une autre confusion, qui peut être, à mon avis, parfois plus simple, plus légère, euh, complexe, mystérieuse. Et c'est le mystère qu'on ne connaît pas qui va nous attirer. C'est ça qui va nous donner envie de ressentir les choses. Je vais essayer de me connecter sur Jean-Marc. Je voulais juste dire un truc là, ça me revient sur les zones de confort. Il y a une fille à Raphaël qui fait du yoga et elle travaille énormément. C'est un yoga un peu dynamique parce qu'il y a plusieurs formes de yoga. Et elle travaille énormément sur les zones du confort en yoga.
tu me suis, Pascal? Et et elle passe d'une zone de confort. Les gens sentent qu'ils ne peuvent pas basculer sur une zone qui a priori est inconfortable, et quand ils y sont, ça devient confortable. C'est très intéressant parce que et là, salut Jean-Marc, ça va intéresser Jean-Marc. C'est le travail du corps, le corps qui se sent confortable et inconfortable. Et le passage de l'inconfort au confort, et ainsi de suite. C'est très intéressant son travail. Très intéressant. Merci. Non, mais je disais, je fais un petit mot parce que c'est vrai que j'ai un week-end de formation où je dois travailler dur, mais c'est passionnant. Non, on pourrait dire, mais bon, tout a déjà été dit, qu'il y a quand même deux formes de confusion. C'est-à-dire, il y a la confusion pathologique où la personne est dans le trauma, c'est-à-dire c'est une confusion toxique, on pourrait dire. Elle est parfois coupée de son corps. On voit des enfants qui sont brûlés, par exemple, et qui sont dans un état de confusion loin de leur corps, tellement ils souffrent, et ils font ça pour ne pas souffrir, évidemment. Et donc, il y a des confusions qui sont des syndromes post-traumatiques, où la confusion, elle est dans la relation au corps et aussi à la souffrance vécue. Et là, il faut travailler pour que la personne quitte la confusion et revienne dans le présent et dans la réalité d'une manière qui convienne. Et là, c'est notre travail à nous, bien sûr. Et puis, il y a la confusion thérapeutique, voilà, que nous sommes tous obligés de faire. Obligés, je veux dire, dans le sens où c'est vraiment thérapeutique. La personne doit quitter des croyances, elle doit quitter une perception restreinte pour élargir et dire ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, ah mais je suis troublé. Ah bah oui, tiens, c'est vrai, c'est plus large que je croyais. Ah bah oui, j'ai pris de la hauteur. Et donc il faut bien perturber une position qui était restreinte ou qui était limitée ou par une confusion à travers le langage, une métaphore. Et là, le patient est en train de réaliser que ah bah oui, on peut voir les choses différemment. Et là, c'est évidemment tout à fait bénéfique parce que c'est des confusions très temporaires et qui sont comme un éclairage, alors que les confusions pathologiques qu'on peut même voir, qui durent parfois des années, sur des enfants autistes ou des enfants qui sont dans des pathologies psychiatriques et qui sont tout le temps absents, et bon, mais là, évidemment, c'est un autre domaine. Donc, il y a plusieurs types de confusion et nous, on travaille sur des confusions, je dirais, bénéfiques pour ouvrir et pour modifier la position du patient. Voilà, c'est juste quelques mots, mais bon, Tu dis, Jean-Marc, moi, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est sur ce qu'on voit en addiction. On va avoir une personne, je pense un patient, qui utilisait la confusion de substances pour ne pas ressentir son corps qui devenait raide. Et son corps, naturellement, malheureusement, va devenir raide jusqu'à ce que ça l'étouffe. Il y avait vraiment deux confusions dans ce qu'il disait. Il y avait cette confusion post-traumatique d'avoir appris ce qu'il avait, qui s'était développé dans un contexte, et il y avait la confusion qui lui permettait de se dire, là-dedans, j'échappe à cette réalité par les perceptions qu'il avait oui, avec les substances. Et mon travail, ça avait été tout simple, c'est de lui dire, je vous propose de les vivre avec l'hypnose. Donc finalement, on utilisait la confusion purement thérapeutique, hypnotique, mais thérapeutique pour lui faire vivre un autre type de confusion, je dirais changer de zone de confort où cela devenait moins dangereuse. oui. N'empêche, tu avais appris à affronter l'autre partie. Et ce que tu as dit, Marc, je pense que c'est un exemple justement de passer par la confusion, de passer de cette zone d'inconfort à une zone de confort, tout en étant dans une même réalité. Oui, bon, juste je finis, mais parce que tu as ouvert encore un autre chemin, c'est la confusion pharmacologique. C'est-à-dire, la personne soit se drogue, cannabis, cocaïne, soit boit beaucoup d'alcool. Et donc, son idée, c'est si je bois, si je fume, si je me drogue, eh ben, je pense moins. Et ça me fait une petite pause. OK, je suis dans la confusion, mais au moins, je pense plus. Et il y a l'autre confusion pharmacologique qui est produite par des médicaments. Si je prends un somnifère, la confusion va me permettre de dormir. Donc, il y a, et de calmer la pensée, bien sûr.
Donc il y a plusieurs types de confusion. À nous de juger, est-ce que cette confusion n'est pas toxique, monsieur, avec l'alcool, avec tous ces anxiolytiques que vous prenez? Et ça a l'air de vous soulager, mais est-ce qu'au final, ça n'est pas la confusion la plus toxique qui soit? Vous n'arrivez pas à être présent et à supporter la réalité du présent. Donc voilà, c'est un chemin qu'on peut voilà, mettre en avant pour que le patient sente qu'ah ah oui, je me suis un peu égaré. Merci Jean-Marc. Joël, Voilà, merci à Oui, toi. moi j'ajouterais encore un autre volet à la confusion, c'est la confusion des rôles. Et on voit ça souvent d'ailleurs en thérapie de couple où finalement l'un ou l'autre des deux protagonistes a un rôle qui n'est pas celui qu'il devrait ou qu'il pourrait avoir dans la relation pour qu'elle soit saine. Donc, Oui, oui, la confusion des rôles, elle est aussi, elle peut être aussi extrêmement pathologique et très toxique. oui, 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 c'est bien d'être attentif à toutes ces confusions pour voir celles qui sont toxiques et celles qui peuvent aider la personne à retrouver son chemin. En général, nous, ce qu'on voit, c'est des patients qui se sont trompés de chemin. Ça, c'est ça le plus simple à dire, bien sûr, et qui sont égarés, on pourrait dire. Et donc, d'une certaine manière, dans une confusion, et à nous de réveiller leur instinct de conservation pour qu'ils retrouvent leur chemin et qu'ils retrouvent un peu de bonheur dans leur vie, qu'ils soient moins maladroits. Mais voilà, donc, vous avez, tout a été dit. Voilà, on moi a j'aime bien déjà. parce que quand on prend des thèmes comme ça, on a entendu des choses très personnelles, en fait, qui sont très positives, qui font du bien. J'ai envie de demander à Patrick de profiter de la présence Allez, je laisse Patrick. orateur, là, de dire un petit mot. Et après, je vous laisserai sur une petite vidéo d'Antoine qui nous terminera la petite conférence. Voilà, Patrick, est-ce que tu veux dire quelque chose à Joël, à Jean-Marc et puis à Marc? Une chose, je veux dire, c'est si on essaye de créer une méta-confusion, c'est-à-dire expliquer la confusion, on n'y arrive pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que plus on va vouloir aller vers la clarté, plus on s'aperçoit qu'on perd. Et en intensité, surtout, c'est plus du tout le chemin qu'on voulait prendre. Parce qu'on est dans la justification. Et le combat est perdu d'avance. Donc, encore une fois, c'est relativement simple philosophiquement de parler de la confusion. On est thérapeute, c'est terriblement compliqué parce que je ne sais pas ce que l'autre recherche. Et c'est peut-être comme ça parce que je ne sais pas que je vais trouver. Mais finalement, on cherche. Enfin, je ne sais pas, c'est très compliqué. Mais ça fait partie des pièges que de rentrer pour vouloir donner enfin, de vouloir absolument euh, rendre docile ou rendre confortable la confusion. Elle ne l'est pas. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est utile, justement. Alors ça, c'est une notion que je trouve intéressante parce que Jean-Claude l'a évoqué. Finalement, un patient me dit, c'est horrible ce que je vis. Hier, hein, une patiente me décrit quelque chose, sa situation actuelle est absolument douloureuse. Son compagnon a une maladie, un cancer extrêmement grave. Elle va être totalement seule, elle prend de l'alcool. Et je lui dis, bah, écoutez, ce que vous vivez, vous l'aimez, ce monsieur. Elle me dit oui. Donc je lui dis, vous vivez quelque chose de très beau. Parce que vous vivez quelque chose de beau dans cet amour, mais dans un contexte qui est très compliqué. N'empêche que personne ne peut vous enlever ce que vous vivez de beau avec lui dans ce contexte. Si je lui dis à cette dame, écoutez, non, non, ça va pas du tout, il faut que vous viviez ça différemment avec votre compagnon, je ne suis plus dans ce qu'elle est en train de me décrire. Je suis trop dérangé, comme disait Joël, il y a quelque chose qui me trouble. Et ce fameux trouble, eh bien, il m'empêche de communiquer. Donc, voilà, je pense que ce que j'entends, c'est qu'on a des langages très différents autour de la confusion. Je pense qu'on ne peut pas vraiment la contourner. Au contraire, il faut peut-être s'en servir. Et je le prends un peu, moi, comme le courant d'une rivière. Si je me laisse emporter par le courant, je vais disparaître. Si je me sers du courant, ça va me permettre de descendre un peu plus vite. Voilà, c'est un petit peu une image, mais ça vous convient, ça? C'est une très belle image. Je vous propose de lancer la vidéo. Merci Jean-Marc d'avoir été Merci avec à nous ce vous. soir. Et puis je retrouve Marc, Patrick et Joël juste après. À tout de suite.
Bonsoir Antoine Bioy. Bonsoir Pascal Vespremi. Mhm. Merci d'être avec nous pour cette conférence. On va parler de confusion, on va parler d'hypnose, on va parler de culture. Euh, Qu'as-tu pensé quand tu as entendu ce titre sur l'association culture et confusion? Euh, pour moi, on aborde vraiment l'essence même en fait de l'hypnose, c'est-à-dire que la perspective qui est celle que je propose avec d'autres, dont Jean-Claude Lavaux, c'est vraiment de voir l'hypnose comme étant la façon occidentale d'envisager des trans à visée thérapeutique. Et parler de la culture, c'est parler de la différence avec l'autre. Et donc, dès lors qu'on est dans la différence, on est aussi dans une confusion, ou en tout cas dans une possible confusion. C'est-à-dire, on doit penser les limites, on doit penser ce qui sépare et ce qui aussi allie avec l'autre. Donc, pour moi, vraiment, ce regroupement de termes que tu proposes, on est vraiment au cœur même de l'hypnose, cette approche culturelle et l'approche de la différence et de la distinction avec l'autre qui est forcément confusionnelle par nature. Alors, si je pars de ce que tu viens de dire, je prends quelque chose de très simple. Quand on propose de l'hypnose à une personne dont la culture ne l'intègre pas, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est un exemple très concret. Et à l'inverse, Jean-Claude Lavaux me dit, les soignants manquent de formation en anthropologie, c'est-à-dire n'intègrent pas cette différence-là. Alors, ma question, elle est simple, c'est est-ce que d'après toi, euh, l'hypnose doit être au moment où on l'explique à un patient, un moment où on peut rentrer dans la culture de l'autre, ou est-ce que tout simplement, il faut parler culture avant d'aller vers l'hypnose? Bon, c'est une question qui évidemment est compliquée. Moi, pour ma part, je me méfierais de donner des connaissances anthropologiques aux gens, parce qu'il me semble que qu'en la matière, en fait, le risque est toujours de considérer ou de penser qu'on en sait plus que l'autre. Et finalement, moi j'ai le souvenir, je pense probablement que la première fois que j'ai été confronté à cette question de la culture, c'était une patiente haïtienne qu'on m'avait demandé de rencontrer. À l'époque, je travaillais sur Bicêtre. Et en fait, elle avait des hallucinations qui étaient assez présentes. Et j'avais discuté avec une collègue qui était là, je ne comprenais pas grand-chose en fait au tableau. Elle m'avait dit, mais tu sais, dans la culture haïtienne, en fait, une dépression peut aussi s'exprimer par des hallucinations. Et puis, plus tard, après le tremblement de terre, je suis parti effectivement en ONG exercé sur Haïti, où j'avais également été confronté à cette culture-là. Et puis, pour pas rester dans le fait qu'une culture soit forcément de l'ordre de l'exotique, là, actuellement, sur le Pays Basque, j'ai ouvert une consultation qui est vraiment tournée vers la culture et la façon dont la culture, sur les terres qui sont aussi les miennes, peuvent aussi façonner la façon dont quelqu'un vit, pense sa trajectoire. Et on utilise bien sûr l'hypnose dans cette consultation. Il me semble que l'hypnose est avant tout une démarche, c'est une façon de penser fondamentalement le lien que l'on va avoir à l'autre et la façon dont ce lien peut aussi agir comme une invitation à pouvoir redimensionner, retravailler la réalité de l'autre. Et par exemple, dans cette consultation au Pays Basque, mais aussi, je pense, dans d'autres pratiques, ce qui peut être intéressant, ça peut être d'adopter une démarche anthropologique. Et il me semble que une formation à la démarche anthropologique serait sans doute plus pertinente que de former les professionnels à qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle culture. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire quelque chose de mieux si j'avais su que, éventuellement, pour la patiente que j'avais rencontrée, ces hallucinations pouvaient renvoyer à la dépression. Par contre, effectivement, d'être beaucoup plus façonné dans une démarche anthropologique, c'est-à-dire beaucoup plus sensible à la culture, m'aurait sans doute permis d'aborder la question des hallucinations via l'hypnose de façon un peu différente. Et là, évidemment, je ne suis pas en train de répondre à ta question parce que pour moi, tout va dépendre de ce qui se passe dans cette rencontre. C'est-à-dire, finalement, amener la question de la culture dans la rencontre avec l'autre, c'est aller justement vers le risque de la rencontre, faire le pari de la rencontre, c'est-à-dire c'est accepter de se dénuder, de renoncer à la tentation colonialiste, c'est-à-dire de renoncer à son savoir et à son savoir que l'on va imposer à l'autre, ou d'enfermer l'autre dans des éléments culturels que l'on va considérer comme étant ceux
que l'autre est en train d'adopter. Donc, elle est là, la perspective colonialiste. Et finalement, le pari de la rencontre, ou le défi, ou le risque de la rencontre, c'est précisément vraiment de se dénuder pour entrer dans cette forme d'écoute, cette forme de démarche anthropologique qui est sans condescendance, de s'intéresser à ce qui va être présent chez l'autre et de voir comment notre culture qui a fourni l'hypnose, qui a construit l'hypnose dans son arsenal et dans sa pensée, comment notre culture à nous, avec cette approche singulière que l'on appelle l'hypnose, peut rentrer en résonance, pour ne pas dire en dialogue, avec les éléments culturels amenés par l'autre. Dans des échanges franco-algériens qui m'arrive de faire sur le plan universitaire, justement pour des formations à la fois la psychopathologie, mais aussi la formation en hypnose, et particulièrement avec des Algériens, des personnes de l'université d'Alger. C'est vraiment très fascinant la façon également dont ils vont se saisir de cet outil hypnose. Ils vont pratiquer et recevoir l'hypnose d'une façon qui n'est évidemment pas la mienne, et en même temps, cette hypnose va faire lien entre nous. La façon qu'ils vont avoir de comprendre ma culture proposée par l'hypnose va aussi être de leur côté une façon de se saisir de cet outil pour rentrer en dialogue, en résonance avec moi, de la même façon que leur façon de vivre l'hypnose et également de la métaboliser va m'apprendre également, ou va renforcer chez moi cette dimension que l'hypnose n'est que culture finalement. Donc, dans ce que tu dis, ça voudrait dire que quand on a un patient d'une culture différente, on le voit en urgence pour une fièvre, etc. Cette fièvre, on va l'analyser avec notre propre approche et notre culture. Si on connaît ses habitudes, on évoquera des germes, des choses qu'il a pu rencontrer qu'il n'y a pas forcément chez nous. Par contre, ma question est toujours un peu la même. La confusion hypnotique, qui est pour moi un élément essentiel, qui n'est pas partagé d'ailleurs par tous nos confrères d'ailleurs, mais cette confusion, je crois qu'elle est, comme tu dis, un moyen d'aller vers l'autre, puisqu'on va ressentir tous les deux cette même confusion, et on perd tous les deux un peu nos limites, on les fait bouger. Dans la découverte de la culture de quelqu'un d'autre, c'est dérangeant aussi. Peut-être qu'on perd aussi nos limites et qu'on est dans cette sensation un peu de déséquilibre qui nous rapproche de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais continuer à lutter contre ta question en considérant en fait que incarner la question de la culture par nature est de la confusion. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas la penser autrement. C'est-à-dire, dès lors que je me mets en position, ce que j'appelle tout à l'heure la démarche anthropologique, mais d'une certaine façon, c'est celle qu'on adopte aussi en psychologie clinique, c'est-à-dire d'aller à la rencontre avec l'autre en considérant que la clinique se construit de façon individuelle avec cet autre qui est en face. Mais gardons pour l'instant le terme démarche anthropologique. Dès lors que j'accepte la démarche anthropologique, qui est justement d'intégrer la dimension de la culture dans l'échange, dans la rencontre avec l'autre, par nature, en fait, il va y avoir de la confusion. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre l'autre comme l'autre ne peut pas me comprendre. Il va falloir que l'on invente un langage commun qui toujours va être en dehors de la vérité de l'autre. Je ne pourrai jamais tout à fait me départir de mes yeux euh, qui, qui ont été façonnés par ma propre culture pour voir l'autre et pour voir ses références, mais je vais le regarder de façon un peu biaisée, mais au plus proche possible de lui, de la même façon que lui-même va me regarder de façon également un peu biaisée, mais au plus proche de moi-même. Et c'est dans cet espace, en fait, entre les deux, que finalement, il va y avoir ce que l'on va appeler, nous, dans notre langage d'hypnose, c'est-à-dire cette mobilisation sensorielle, intellectuelle, etc. Mais par nature, pour moi, la confusion, elle est inhérente à la question de la culture. Il ne peut pas y avoir d'intérêt pour la culture ou de démarche anthropologique sans qu'il y ait par nature quelque chose de l'ordre de la confusion, c'est-à-dire je ne peux pas comprendre l'autre et je suis forcément dans le brouillard, et un brouillard que je vais tenter de façonner de façon à ce qu'il devienne riche à la fois pour l'un ou pour l'autre. Et si cette confusion n'est pas considérée, c'est-à-dire si on considère que la culture n'est pas confusionnante, pour dire les choses comme ça, bah, ça veut dire qu'on rentre dans ce que j'appelle la tentation colonialiste. C'est-à-dire, si je considère qu'il n'y a pas de confusion, ça veut dire que je considère que mon savoir, en fait, il n'est pas de biais, il est droit pour regarder l'autre, et je sais pour l'autre, ou je ne regarde chez l'autre que ce que je pense savoir de lui. Effectivement, il n'y a pas de confusion, mais il n'y a pas non plus de rencontre thérapeutique. Donc pour moi, la confusion, en fait, c'est vraiment l'autre côté de Janus, quoi. C'est vraiment, il y a d'un côté la culture, il y a de l'autre côté la confusion. Et ce qu'on va appeler hypnose, c'est le fait de rabattre les cartes sensorielles, intellectuelles, de la rencontre avec l'autre pour aller vers comment peut-on bâtir une réalité différente dans une co-construction à deux. D'accord.
Donc en clair, la transe collective qu'on vit avec un patient, cette transe qui devient thérapeutique, nous permet à l'un et à l'autre d'introduire une confusion dont on ne maîtrise pas du tout d'ailleurs le cadre, entre autres. On a posé cette confusion et on avance après dans une étude clinique. Juste pour te donner une image, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour arrêter de boire, ou pour s'éloigner de l'alcool, je pense toujours euh, à ce moment-là à Klaus Lévi-Strauss et je dis, si je reprends le livre qui m'a marqué de Claude Lévi-Strauss, c'est Triste Tropique, et quand il arrive dans les îles et qu'il décrit ce qu'il voit, il décrit quelque chose qui le surprend beaucoup, donc je me dis quelqu'un qui arrête l'alcool, l'intérêt qu'il va pouvoir avoir sans se dire est-ce que j'arrête pour 3 jours, pour 3 ans, c'est de regarder comment sont les gens qui ne voyaient plus, puisqu'ils ne les voyaient plus qu'avec son filtre de l'alcool. Peut-être qu'on est un peu dans ce qu'on est en train de dire. C'est sans doute pour ça que Roustan disait Claude Lévi-Strauss était un type formidable, il a écrit des choses absolument passionnantes, mais il était complètement à côté de la plaque. Mais, mais c'est du Roustan. Mais... Bon, bah, écoute, bah, c'est bien, ça nous permettra de lancer un peu le sujet jeudi soir. Merci à toi, Antoine, et puis à une prochaine fois. Merci, désolé de ne pas être là en présentiel, mais je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci encore pour ton Merci. invitation. Bien, alors, on va terminer cette soirée. Un petit mot de Marc, un petit mot de Joël, un petit mot de Patrick, et puis Henri nous fera la conclusion. Comme d'habitude, je vous laisse, Joël, Marc. Bah, moi, je vais simplement dire que, en fait, je rejoins ce que je viens de dire, Antoine. Il l'a dit avec beaucoup de talent, comme d'hab. Euh, Effectivement, ce que je disais au début, euh, on connaît la culture, on semble la connaître, mais on n'est pas de sa culture. Donc il va bien falloir changer le regard pour essayer d'être le plus proche possible en sachant que qu'il y aura toujours un état comme ça de, on peut dire, parce que c'est le thème de la soirée, de confusion entre nous deux. Ou voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, alors ça sera peut-être un thème de la prochaine fois, parce que ça a été ouvert, et par Joël, par Jean-Marc, par peut-être chacun d'entre nous, toutes ces formes de confusion, que ce soit dans le couple, dans le trauma, dans les cultures, euh, chez le thérapeute, qui est aussi confus, etc., etc. Donc, c'est peut-être tous les cas cliniques engendrent des confusions multiples, des situations multiples. Euh, et je crois que ça, c'est intéressant d'avoir perçu ça. Pour moi, c'est un peu toutes ces formes, euh, toutes ces formes de confusion en fonction du contexte, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Marc, pour ce que tu nous as dit, c'est bien. Et puis, merci d'avoir donné du temps. Euh, Voilà. Je suis très, très content, hein. Joël, Alors moi, j'aimerais bien conclure par quelque chose finalement de relativement classique, mais de peu connu. C'est un texte de Ferenczi qu'il a écrit en 1932 qui s'appelle La confusion de langue entre l'enfant et le parent, et l'adulte plus exactement, entre l'enfant et l'adulte. Et dans ce texte, ben, il explique effectivement comment la difficulté de compréhension entre le langage d'un enfant et le langage d'un parent peut induire justement du trauma ou des conséquences sur la vie de l'enfant pour plus tard, et que tout est lié à justement cette confusion qui s'installe et cette non-compréhension. Et donc le texte commence par une petite phrase, et je vais juste vous la citer. Vas-y mon bébé, roule-toi par terre. Voilà, je terminerai là-dessus. merci, Joël. Bravo. Patrick, Pour continuer, comme Joël, je dirais
Soyons confus, c'est plus clair. Voilà, très bien, parfait, c'est bien. Merci Patrick. Henri, tu termines, avant que tu termines, je dis bon été à vous tous. Merci d'être présents. Cette conférence, elle va repasser sur YouTube, sur Facebook, etc. Et puis, on se retrouvera à la rentrée et en octobre, on redémarrera les conférences. Voilà, nous parlerons, je crois, en octobre de la surprise, voilà, avec Nicolas Gouin et des invités. Henri, Alors, une fois n'est pas coutume, l'intervention de Jean-Claude m'a fait penser à un cas clinique que je vous raconte très brièvement, et ça tombe bien parce que Joël soit là. En fait, c'est un de mes cousins, médecin généraliste, qui m'adresse à un de ses amis patients en me disant, écoute, il a un problème depuis qu'il a rencontré sa deuxième femme. Il est devenu impuissant et il ne s'en sort pas et ça lui pose beaucoup de problèmes. Donc, je reçois ce monsieur, même si c'est pas mon domaine, mais il fallait que je fasse plaisir à mon cousin. Et je pensais bien le confier après à une amie sexologue sage-femme. Et puis, en fait, je vois ce monsieur, il me raconte un petit peu son histoire, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, au fait, votre deuxième épouse? Et il me dit, ben, rien de spécial, elle est japonaise. Ah, ben, je lui dis, c'est intéressant, mais est-ce que vous vous êtes renseigné auprès d'elle pour savoir comment ça se passe au Japon? Parce que vous n'êtes jamais allé au Japon, etc. Donc peut-être qu'il y a une source de solutions si vous dialoguez avec elle de ce qui se passe au Japon. Et puis voilà, je l'ai laissé comme ça au premier rendez-vous. Et il est revenu à un deuxième rendez-vous 3 semaines plus tard pour me dire, bah, finalement, heureusement que vous m'avez dit ça. Maintenant que je me suis renseigné, finalement, bah, on arrive à s'en sortir tous les deux. C'est Et donc, excellent. la culture est vraiment très importante. De l'intervention de Jean-Claude, je retiendrai qu'une seule phrase qui m'a bien plu. C'est l'Occident n'est plus un lieu géographique, mais un état d'esprit. Ça, je trouvais ça très fort et très intéressant. Euh, de Patrick, j'ai retenu dans sa première intervention, on ne peut pas dire et expliquer ce qu'on dit. Ben oui, ça c'est vraiment une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc j'ai trouvé que c'était aussi une phrase assez forte. Donc comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire le résumé, je retiens que quelques phrases comme celle-là. Je reviens cette fois à Joël et sur la notion de valeur universelle qui me paraît vraiment très importante et qui est actuellement non seulement un problème, alors on pourrait dire philosophique, thérapeutique, etc., mais peut-être aussi politique. Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment, il va falloir remettre à plat beaucoup de choses, y compris dans les instances internationales. C'est pour ça que je m'adresse aussi à Joël, puisqu'elle en fait partie. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, même si je trouve qu'elle a dit aussi beaucoup d'autres choses intéressantes, mais comme on n'a pas le temps, je préfère ne retenir que ça. Et puis, et puis oui, le dernier point que je voulais retenir, c'est ce qu'a dit Antoine à propos de la démarche anthropologique. En fait, il faut une formation à la démarche anthropologique. Voilà, il faut pas être, on ne pourra pas être tous des anthropologues, mais s'intéresser à la démarche anthropologique, ça me paraît vraiment quelque chose d'intéressant et passionnant. Et il va falloir peut-être intégrer ça dans nos formations. Voilà. En tout cas, la confusion, je me suis aussi demandé si finalement nos patients ne venaient pas chercher la confusion. Parce qu'ils n'arrivent pas à éclaircir leurs symptômes, leurs situations, leurs problèmes. Et ils se disent, tiens, on va aller vers quelqu'un qui fait de l'hypnose. Donc là, il va faire autrement que les autres et peut-être que ça va m'aider par ce biais-là. C'est-à-dire, ça va m'aider à peut-être oublier un peu toutes les rationalités dans lesquelles je suis enfermé, dans lesquelles beaucoup des soignants m'enferment. Et là, je vais peut-être trouver d'emblée, alors c'est peut-être pour ça que finalement la confusion du thérapeute est là aussi tout de suite, etc., etc. Voilà, il y a une réflexion peut-être à mener là-dessus, sur le fait que finalement, c'est l'intention du patient qui nous met dans la confusion. Mm. je vais Voilà. terminer sur Et, quelque chose, je vais terminer sur du jazz, parce que là, tu m'as évoqué ça, tu vois, en disant ça, Henri, tu m'as fait penser à Eddie Louis. Je parle avec Eddie Louis, qui était l'organiste de Nogaro, pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis il me dit, vous savez, j'ai été invité parfois à jouer avec des groupes de jazz fusion. Et il me dit, c'est pas parce qu'on dit jazz fusion qu'il faut faire n'importe quoi. Il me dit, le jazz fusion, on va dire qu'on va faire la fusion de plusieurs styles, mais il me dit parfois c'était n'importe quoi.
Et il me dit, malheureusement, c'est là qu'on peut avoir envie d'utiliser des substances pour supporter de le faire. Il me dit en rigolant, eh bien, je dirais de la même façon, la confusion, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, si on veut qu'elle soit, bon, qu'elle ait du sens, qu'elle soit utile, il faut lui mettre un cadre, très probablement, des valeurs, ce qu'on a entendu avec Joël, et puis ne pas avoir peur de s'en servir, en sachant que la confusion, elle va, elle vient, elle est partout dans la vie de tous les jours. Euh, Parfois, c'est bien de se demander pourquoi elle nous fait peur, et parfois aussi, c'est bien d'en avoir peur. Comme dit Marc, on n'a pas besoin de tout savoir, à condition d'être en lien avec le patient. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci à vous tous. Et puis, bonne fin de mois de juin. Et puis, à très bientôt. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci. Merci Pascal, merci à tous et toutes. Au revoir. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Merci Joël, embrasse.